14h30 à Paris. Paris Direct qui se poursuit avec votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. On reçoit aujourd'hui Maya Courtois de la rédaction d'Info Migrants. Bonjour Maya. Vous rentrez précisément d'un pays d'à peine 2 millions d'habitants, ni au sein de l'Union européenne, ni dans Schengen, mais stratégique puisqu'il constitue l'une des voies principales des migrants depuis la Grèce pour rejoindre l'Europe de l'Ouest. Et pour en parler, vous avez choisi cette photo. Vous allez peut-être nous expliquer ce que l'on voit. Qui est cette petite fille qu'on aperçoit à l'écran et où se trouve-t-elle aussi? Oui, alors elle s'appelle Asra, elle a 3 ans, elle est afghane et lorsqu'on l'a rencontrée, cela faisait à peu près 1 mois qu'elle était dans ce centre avec ses parents. C'est une salariée d'association qui lui tient la main. Donc, comme vous le voyez, l'ambiance est un peu maussade pour un enfant ici. Alors certes, on distingue une aire de jeu pour enfants, mais le reste des bâtiments est assez gris, assez vétuste. Et puis il y a une surveillance policière constante. Là, on aperçoit un agent. En fait, ces centres, ils sont un peu particuliers en Europe. C'est ce que l'on appelle un centre de transit. Il en existe 2 en Macédoine du Nord. Celui-ci est situé tout au sud du pays, dans le village de Gevgelia, qui est juste à quelques centaines de mètres de la Grèce. Et ce sont des centres qui ont été établis en 2015 au moment du pic migratoire, afin de gérer les arrivées assez importantes à ce moment-là depuis la Grèce. Et aujourd'hui, ils ont un statut juridique un peu flou. C'est pour ça que c'est pas évident d'y accéder, mais grâce à nos contacts, notre équipe d'Info Migrants a pu y entrer et puis passer quelques heures à discuter avec la dizaine d'exilés qui sont ici, notamment donc Asra et ses parents. Asra, du coup, là, qui était emmenée vers le local de jeu où elle a pu dessiner, peindre, etc. Donc, pour vous donner une idée, ça dépend évidemment des périodes de l'année, mais en octobre, on avait à peu près 15 personnes enregistrées dans ce centre de transit par jour. Beaucoup d'Égyptiens, d'Irakiens, quelques Marocains, des Syriens, des Afghans et aussi rarement quelques Congolais. Voilà, ils viennent de pays différents, mais ils arrivent de Grèce, tous ceux que vous avez rencontrés. Oui, tout à fait. Ils arrivent de Grèce. Alors pour eux, la Macédoine, c'est vraiment un pays de transit sur la route des Balkans. L'idée pour eux, c'est de rejoindre la Serbie et ensuite d'aller vers l'Italie, l'Allemagne, la France, etc. Asra et ses parents, par exemple, ils venaient de Grèce puisqu'ils sont passés 4 jours en mer. Ils sont arrivés ensuite en Grèce. Ils espéraient y demander l'asile. Mais à ce moment-là, on leur a dit il faudra attendre 1 an et demi pour votre premier rendez-vous d'asile. Et eux se sont dit non, je ne peux pas rester aussi longtemps, surtout dans des conditions un peu difficiles dans les camps grecs. Donc, ils sont allés de Grèce jusqu'en Macédoine du Nord. Ils se sont rendus en fait dans une petite forêt à la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Une petite forêt où les gens passent souvent plusieurs jours cachés par petits groupes. Et ensuite, les passeurs leur indiquent comment rejoindre ce fameux village de Gevgelia. Donc, c'est ce qu'ont fait les parents d'Asra. Sauf qu'une fois arrivés sur ce territoire macédonien, qui est assez surveillé, notamment parce que c'est une zone assez stratégique pour l'Europe, ils se sont fait intercepter par la police aux frontières macédoniennes. Cela arrive évidemment très souvent. Et systématiquement, les gens sont ensuite amenés à ce fameux centre de transit que l'on a vu tout à l'heure. Et ils y restent ici. Et en fait, à ce moment-là, on leur laisse seulement 2 choix. C'est soit demander l'asile en Macédoine du Nord, ce qui, on le rappelle, est un droit international garanti par la Convention de Genève de 1951, soit ce que l'on appelle un retour volontaire vers la Grèce. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, retour volontaire vers la Grèce? On voit qu'ils y sont quand même plutôt contraints. Les migrants sont volontaires pour reculer, retourner en arrière? Oui, alors nous aussi, ça nous a un petit peu surpris. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui nous a poussés à aller en Macédoine pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait exactement. Et alors, l'intérieur macédonien, quand on l'a questionné à ce sujet, nous a dit ils sont volontaires pour repartir. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement volontaire? Alors, pour le comprendre, d'abord, il faut savoir que lorsque les personnes sont interceptées par la police et qu'elles vont ensuite dans ce centre de transit, elles subissent la pression des passeurs. Les passeurs qui leur disent « revenez en arrière » parce que pour un passeur, c'est plus avantageux que les personnes reviennent en arrière, repassent au plus vite sans encombre pour atteindre plus vite la Serbie. Parce que c'est seulement quand cette étape suivante, la Serbie, est atteinte, que l'enveloppe d'argent prévue pour cette traversée est débloquée et revient au passeur. Donc l'enveloppe d'argent, pour vous donner aussi une idée, le père d'Asra, par exemple, avait donc gardé de côté 800 € à payer au passeur une fois que la Serbie était atteinte. Mais évidemment, comme il était coincé pour le moment dans ce centre de transit de Gevgelia, il avait des appels tous les jours du passeur qui lui disait « revenez en arrière, on va essayer de repasser sans encombre, etc. »
Et lui, vraiment, il a subi ça comme une vraie pression. Il ne savait pas trop comment résoudre cette situation. Il a fini par éteindre son téléphone plusieurs jours de suite, après avoir expliqué au passeur qu'il ne pouvait pas, comme ça, avec sa petite fille de 3 ans, revenir en arrière, faire plusieurs jours de marche, retenter le passage. Il avait besoin d'un peu de repos dans ce centre de transit. Oui, ça veut dire que des migrants comme lui, finalement, refusent le retour en arrière. Oui, mais alors lui était assez désespéré. C'est vraiment une pression à laquelle il faut résister. Il nous a même dit, j'ai demandé à ChatGPT comment me sortir de cette situation. Voilà. ChatGPT qui, pour l'anecdote, lui a dit de s'adresser aux autorités du centre. Bon, voilà. Mais lui, effectivement, il s'est dit, bon, je coupe mon téléphone et je demande l'asile ici. Et c'est pas le seul à le faire. On a rencontré aussi un autre jeune homme qui a décidé de demander l'asile parce qu'il était fatigué. Bon, là, on voit le père du coup d'Asra qui a 25 ans. Et voilà, donc ce jeune homme aussi. Mais alors, lui, par exemple, il nous a expliqué que lui s'était déclaré demandeur d'asile dès sa première interception. Or, les autorités macédoniennes l'ont renvoyé en Grèce malgré tout. Et c'est ce qu'on a découvert en fait sur ce terrain, c'est que derrière cette idée de retour volontaire, il arrive parfois soit que les exilés manquent d'informations, soit qu'ils se déclarent demandeurs d'asile, et pour autant, la police les renvoie quand même en Grèce. Donc lui nous a raconté, il est âgé de seulement 16 ans, c'est un mineur seul, qu'il a été refoulé 3 fois d'affilée avant de pouvoir enfin être accepté dans ce centre et se faire enregistrer comme demandeur d'asile. Alors il nous a décrit le procédé, il nous a dit voilà, c'est toujours interception, placement dans ce centre de transit. Ensuite, les autorités attendent de former un groupe d'à peu près 10 personnes que l'on met dans une camionnette blanche et que l'on renvoie ensuite sur le sol grec. Mais je précise que cette situation, elle est tout à fait informelle. Déjà, elle ne se passe uniquement à l'oral entre les exilés et les autorités, cette histoire de retour volontaire. Et par ailleurs, elle est aussi informelle entre les deux pays, puisque la Grèce, elle n'enregistre pas du tout ces migrants qui reviennent de leur fait ou par la police sur leur sol. Il n'y a pas d'accord bilatéral à ce sujet. C'est vraiment une situation assez inédite et très informelle qui se déroule là-bas. Que se passe-t-il pour ceux qui ont eu la chance d'être enregistrés en tant que demandeurs d'asile ? Oui. Alors déjà, juste pour dire que l'intérieur macédonien, on lui a évidemment parlé de ces histoires de refoulement de demandeurs d'asile. Il dit n'avoir jamais entendu de pareils cas. De même pour Frontex, donc l'agence de garde frontière européen qui est présente dans cette zone depuis avril 2023, parce que c'est une zone assez stratégique en Europe. Ils nous ont également dit n'avoir jamais eu connaissance de tels cas. On a quand même rencontré aussi un deuxième Afghan qui lui dit avoir été refoulé 8 fois avant qu'on lui dise « c'est bon, tu peux t'enregistrer comme demandeur d'asile ». Et donc quand ils sont enregistrés comme demandeurs d'asile, ils passent à peu près 1 mois dans ce centre de transit. On prend leurs empreintes et ensuite on va les envoyer à Skopje, donc la capitale de la Macédoine, où se trouve l'unique centre pour demandeurs d'asile du pays. Et les gens qui font ce choix et qui insistent pour être enregistrés comme demandeurs d'asile, souvent ce sont des gens vulnérables, des personnes blessées, des adolescents qui voyagent seuls ou des familles comme celle d'Asra. On a rencontré par exemple un Tunisien, Wassil, âgé de 21 ans, qui lui souffre d'un cancer. Sa famille au pays s'est endettée pour ses soins, pour sa chimiothérapie. Il a essayé de demander 2 fois des visas médicaux à la France, mais ça lui a été refusé. Et donc, il a décidé de partir pour ne plus être un poids financier pour sa famille. Et voilà, on le voit ici de dos. Et il espère rejoindre l'Italie, où il a quelques amis, un avocat, qui, il l'espère, pourront l'aider à se soigner. Et donc lui, évidemment, la marche justement entre la Grèce et la Macédoine, ça l'a beaucoup fatigué. Il avait les pieds gonflés. On a vu tout à l'heure sa main gantée où il avait quelques noix et dattes. C'est voilà, les seules choses qu'il avait pour se cacher et essayer de marcher. Donc vu son état de santé, c'était très compliqué pour lui, sans parler du froid, etc. Donc une fois arrivé sur le territoire macédonien et une fois qu'il a été placé dans ce centre de transit, il a dit « moi je veux rester ici un temps et demander l'asile ». Et donc voilà, ils sont ensuite transférés à Skopje, dans le centre pour demandeurs d'asile qu'on a vu tout à l'heure, qui de l'extérieur a l'air assez neuf. Il a été rénové récemment, assez propre. Nous, on n'a pas eu l'autorisation d'aller à l'intérieur, mais en revanche, on a discuté avec les migrants qui faisaient des allers-retours devant. Et il s'avère qu'à l'intérieur, les conditions ne sont pas si optimales. A priori, il n'y a qu'un repas par jour qui est distribué en quantité assez insuffisante. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un jeune Afghan de 17 ans que l'on a croisé devant le centre et qui raconte un petit peu.
Voilà, on entend ce jeune homme conclure en disant qu'il veut continuer vers la Serbie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, ils sont enregistrés comme demandeurs d'asile, ces personnes, elles quittent, rapidement la Macédoine, au final, vers, l'Europe de l'Ouest? Oui, en très grande majorité. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la Macédoine, pour eux, ce n'est qu'une courte pause, histoire de se reposer un peu, retrouver peut-être de l'argent, un téléphone, soigner ses blessures, le temps de continuer son parcours. Mmh. Mais après tout, les exilés n'ont pas tellement le choix puisque la Macédoine protège très très peu. Alors le droit d'asile y existe, mais il est très restrictif. Pourquoi? Parce que la Macédoine du Nord, vous l'avez dit au début, ne fait pas partie de l'UE. Donc les critères de protection ne sont pas du tout les mêmes que ce que l'on connaît par exemple en France. Et donc les chiffres nous ont interpellés et vous allez voir, ils sont vraiment très bas. C'est aussi là encore une des raisons pour lesquelles on s'est rendu en Macédoine du Nord pour essayer de comprendre. En 2025, il y avait seulement 5 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en Macédoine du Nord et qui vivent dans le pays. Ça, ce sont les chiffres de l'ONG Jesuit Refugee Service qui accompagne les demandeurs d'asile et qui a accès aux données gouvernementales. Et ces 5 personnes, en fait, ce sont 2 femmes, une congolaise, une syrienne, avec leurs enfants respectifs. Donc vous voyez, c'est un taux de protection extrêmement bas. Vous avez pu les rencontrer, ces femmes? Oui, tout à fait. Notre équipe d'Infomigrants a rencontré du coup les 2 seules femmes réfugiées de Macédoine du Nord. Personnellement, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec Sandra et ses 2 enfants, donc qui est une famille congolaise. Alors là, c'est la femme syrienne, donc la seconde réfugiée que l'on voit ici, avec qui ma collègue arabophone Rana Aldiab a passé beaucoup de temps. Et donc Sandra et ses enfants, voilà, ils m'ont invitée à les rejoindre dans leur appartement qui est dans un lotissement tranquille dans la banlieue de Skopje. Voilà, c'est très calme. Il y avait ces 2 enfants donc de 10 et 8 ans qui étaient assis sagement à regarder un dessin animé. Mais il faut savoir qu'avant de trouver ce cocon de tranquillité, le parcours d'asile, d'exil puis d'asile de Sandra a été très éprouvant. Elle a traversé cette fameuse frontière macédonienne à 8 mois de grossesse. Elle a été séparée de son fils pendant 6 mois. Et puis voilà, une fois arrivée en Macédoine, comme elle me l'a résumé, elle m'a dit « ce fut un très long voyage et une fois arrivée en Macédoine, j'ai craqué ». Et là, elle s'est fait aider par des associations, donc la Croix-Rouge notamment, Jesuit Refugee Service, qui l'ont aidée dans sa demande d'asile. Elle l'a obtenu. Et une fois obtenu ce papier-là, eh bien, elle a appris le macédonien. Elle a suivi des formations aussi en coiffure, en esthétique, en gestion de business pour les businesswomen. En fait, elle était très fière de m'étaler voilà, tous ses diplômes et certificats sur la table. Pourquoi? Parce que son rêve, en fait, à Sandra, c'est d'ouvrir un jour un salon de beauté à Skopje, qui fait coiffure, manucure, etc. Alors, en attendant de pouvoir réaliser ce rêve-là, elle essaye de gagner son autonomie et de mettre de l'argent de côté. Donc, elle a réussi à trouver un emploi comme femme de chambre dans un hôtel de luxe de la capitale, qui est payé seulement 600 € par mois. Mais malgré cela, elle arrive à mettre un tout petit peu de côté, mois après mois, pour acheter à chaque fois du matériel de coiffure, du matériel de manucure, etc. Donc là, elle me montrait voilà, un petit peu tout son matériel qu'elle a dans un très grand sac. Elle commence à faire aussi des choses à domicile, mais elle voudrait vraiment ouvrir son salon. Et puis surtout, alors déjà, elle est très déterminée. Elle m'a dit « j'abandonnerai jamais tant que je n'aurai pas réalisé ce rêve-là ». Et puis surtout, elle se voit ouvrir ce salon uniquement en Macédoine et nulle part ailleurs. Elle me dit « mais en fait, moi, c'est calme ici. Et surtout, ma fille est née ici, puisqu'elle avait 8 mois de grossesse quand elle avait traversé la frontière. Donc, où est-ce que j'irai ailleurs ?» Voilà. Merci beaucoup, Maya Courtois. Merci